Vous écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis sur Radio Ma'arif, la quête de notre passé continue. Nous sommes à l'INSAP, à Rabat, chez le professeur Ahmed Taheri, professeur d'art et d'archéologie islamique. Bonjour professeur. Bonjour. Comment ça va? Très bien, et vous? Moi je suis content parce qu'aujourd'hui on va parler des Mérinides. Et les Mérinides, en fait, parce que nous on progresse, on a commencé, on ne prenait pas grand chose, mais on commence à faire la différence entre les périodes, et celle-là, pour moi, vous allez me contredire si c'est faux, elle est très importante parce qu'elle nous définit un peu, on s'y retrouve un peu, on retrouve beaucoup de leurs passages dans notre quotidien, y compris 700, 800 ans après. Et donc aujourd'hui, on vous a appelé, convoqué, réclamé pour nous expliquer un peu ces médersas mérinides qui font le ravissement des touristes et qui ennoblissent et enorgueillissent certaines villes. On voulait connaître leur histoire, voilà. Merci pour l'invitation. Alors, c'est vrai que cette histoire des Mérinides est fascinante puisque elle a donné lieu à des événements historiques très importants et elle a légué aussi un certain nombre de monuments qui, jusqu'à maintenant, constituent des joyaux en fait de la civilisation marocaine. Et du tourisme, marocain. Le tourisme marocain, c'est vrai. Alors, on est dans quelle période? Il faut passer la timeline, je pense. La période dont on parle démarquant. Alors, la période des Mérinides, c'est la fin du XIIIe siècle jusqu'au début du XVe siècle. Bien sûr, avec une naissance comme pour les autres dynasties, donc une période de formation. Et puis, une deuxième phase avec un rayonnement au niveau du Maghreb, voire l'autre rive du détroit, vers l'Andalousie. Et puis, bien sûr, le déclin. La fameuse théorie d'Ibn Khaldoun. Ouais, sûr. Et donc, avec les Mérinides, on va avoir une naissance qui va venir juste après les Almohades. Donc, ils vont mettre fin à la dynastie des Almohades. Ils vont former un État au Maroc. Et puis, ils vont essayer de s'étendre, ou plutôt de reconstruire l'empire almohade en se dirigeant vers le nord, vers l'Andalousie. Et puis, en essayant avec Abul Hassan au début du XIVe siècle, vers la partie est du Maghreb, en essayant de réunifier une autre fois le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Par des mariages, non? Alors, il y a les tentatives politiques et en même temps, il y a d'autres manières d'essayer d'établir ou de tisser des relations entre les différentes familles qui se trouvent, disons les familles ou les dynasties qui se trouvent dans la région. Et donc, parmi les moyens qui ont été utilisés par les Mérinides, c'était effectivement le mariage, c'est essayer de tisser des relations avec des familles en Afrique. Alors, moi j'ai une première question sur le contexte général. Bon, déjà je voudrais signaler aux auditeurs qu'il y a un podcast qui a été réalisé avec le professeur Titao, qui est complémentaire à celui-là, qui parle de comment les Mérinides ont légitimé leur position, comment ils ont utilisé le Moulay Idriss, les symboles de Shofa, comment ils ont sanctifié, la ville de Fès. Enfin, beaucoup de politique, beaucoup de communication ou de propagande, appelez ça comme vous voulez, qui était très bien détaillé par ce professeur. Aujourd'hui, on va plus s'intéresser au côté un peu artistique de cette dynastie. Moi, j'ai une première question sur les Mérinides en général. On a d'un côté la perte de l'Andalousie. On a l'impression qu'après la puissance almohade, il y a un côté un peu déclinant, vu qu'il y a la défaite de Tarifa, Rio Salado, il y a les attaques sur Salé, on a l'impression que c'est un repli, et en même temps, il y a un rayonnement, un raffinement culturel, un rayonnement culturel. Comment on explique ça? Alors, il y a plusieurs explications qui ont été données par les chercheurs. L'une des explications, c'est qu'effectivement, il y a un déclin, sachant que les Mérinides ont essayé pendant une longue période de redonner à la région sa splendeur d'antan, son rayonnement politique d'antan, c'est-à-dire sous l'époque des Almohades et des Almoravides. Donc les tentatives politiques ont été nombreuses, il y avait des dépenses énormes, il y avait un engagement extraordinaire de la part des sultans mérinides pour essayer de réunifier et de
reconstruire l'empire déchu des Almohades. Et jusqu'au début du XIVe siècle, les Mérinides, les sultans mérinides, essayaient encore de faire de leur mieux pour réunifier les deux régions. Malheureusement, ils n'ont pas réussi. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas réussi parce qu'il y avait des problèmes internes ou c'est lié à une situation, disons, économique et sociale interne, ou l'échec est dû à d'autres facteurs qui sont au niveau de l'extérieur? Exogène, ouais. Exogène, c'est-à-dire sur les rapports de force. rapport de force et puis organisation aussi des rangs des puissances chrétiennes, puisque à l'époque on parlait plus chrétiens, musulmans, à partir des sources bien sûr. Il y avait des enjeux aussi économiques, il faut le dire, le contrôle des routes, surtout les routes caravanières, sachant que le Maroc a été depuis l'Antiquité un point de passage très important reliant ces ports méditerranéens, soit sur la rive sud ou la rive nord, par lesquels passait une grande quantité d'or provenant du pays du Sahel, de la région de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, il y avait tous ces enjeux qui ont fait que la région a connu des événements historiques depuis l'Antiquité. Et donc, avec les Mérinides, d'ailleurs, ils ont essayé, ils ont fait des efforts colossaux pour garder toujours ce grand port qui est la ville de Sijil Massa, qui était le point de départ des caravanes, soit vers la région au sud du Sahara, soit point d'atterrissage, entre guillemets, des caravanes qui viennent du sud, bien sûr, avec leurs marchandises et l'or. Donc, il y a cette situation. Maintenant, le rayonnement des Mérinides peut être expliqué par plusieurs facteurs. Un, disons que l'unité politique a été acquise grâce aux efforts des Almoravides et des Almohades. Les Mérinides arrivent au pouvoir, ils trouvent un pays quand même qui est unifié, disons-le, avec un islam malikite qui a été initié, qui a été généralisé avec les Almoravides, les efforts des Almoravides. Bon, il y avait des périodes un peu avec le Mahdi ibn Tomart et sa pensée, mais il faut le préciser, déjà, le malikisme est l'école et le rite qui est très, très répandu au niveau du Maroc et de la région. D'ailleurs, même les tentatives des Fatimides, qui étaient des chiites pendant le 9e et le 10e siècle, n'ont pas abouti. Et donc, ce qui fait que, voilà, il y avait des efforts des Almoravides, il y avait des efforts des Almohades. Donc, les Almohades ont construit aussi des monuments, ils ont unifié la région. Ce qui fait que les Mérinides, quand ils arrivent, déjà, ils sont dans une région où... C'est un espace cohérent, quoi. Cohérent, religieusement, propice, ouais. D'accord. D'ailleurs, bizarrement, c'est à l'époque des Mérinides, on va voir par exemple au niveau de la littérature, au niveau de l'histoire, au niveau de la philosophie, des dizaines d'écrivains. Et d'ailleurs, nous avons la majorité des sources, des livres qui parlent de l'histoire du Maroc d'une façon générale, de la religion, etc., ont été écrits à l'époque des Mérinides. Oui, ils sont dans une logique de documentation. Ils se racontent. Alors, ils se racontent, mais ils se racontent parce qu'il y a une politique, il y a un contexte favorable, et bien sûr, il y a un côté, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un problème aussi de légitimité. Bien D'ailleurs, sûr. La majorité des chercheurs sont unanimes sur cette question. Ils ont essayé de réécrire un peu l'histoire parce qu'ils étaient à la recherche d'une certaine légitimité, parce qu'ils n'avaient pas en fait d'idéologie, disons-le, religieuse, comme Ben Yassine et Ibn Tomart. Comme Ibn Tomart, par exemple. Et donc, ils débarquent, ils arrivent à prendre le pouvoir, ils s'installent à Fès, ils ne s'installent pas à Marrakech, qui était la capitale des Almoravides et des Almohades. Et là, pourquoi ils choisissent Fès? Est-ce que c'est par hasard? Parce que Marrakech était la capitale. Pourquoi ils n'ont pas pris Marrakech comme capitale après sa prise en 1269, d'accord? Ils s'installent à Fès. Fès, c'est la ville d'Idriss et des Idrissides. Et en même temps, ils essaient d'écrire une histoire en racontant qu'ils sont des shérifs, alors que ce sont des zénètes, c'est des amazirs, zénètes. Ils vont faire vraiment du personnage de Moulay Idriss un personnage d'une grande sainteté,
Il suffit de lire, par exemple, les passages dans Ibn Abi Zara, que vous avez cité tout à l'heure, Raoud Kertas. Raoud al-Qirtas, pour s'en apercevoir. Et en même temps, donc, une réécriture de l'histoire. En fait, excusez-moi, je vous coupe, je ne sais pas s'ils se présentent comme des shérifs ou des protecteurs des shérifs. Il y a deux versions. Parfois, on se présente eux-mêmes dans la lignée, et parfois, ils disent on protège ceux qui sont dans la lignée, ce qui fait de nous une sorte de gardien un peu de C'est vrai, Ouais. c'est vrai. Mais ils le disent en Le fait. résultat parce est le que- même, en fait, le résultat est Voilà, le même. le résultat est le même parce qu'ils voulaient en fait s'imposer, ils voulaient aussi avoir une certaine légitimité. Et d'ailleurs, d'après les chercheurs qui ont travaillé jusqu'à maintenant sur les Mérinides, ils considèrent aussi que leur projet, en fait, et là ça va aboutir à notre sujet de ce podcast, qui est les médersa. Le projet des médersa est un projet initié par les Mérinides parce qu'il rentre en fait dans cette politique générale qui était celle des Mérinides. Légitimité, mais aussi il y avait d'autres objectifs. Alors, dans quelle mesure ce bâtiment, donc on va commencer à décrire et à sert leur projet? Pourquoi, comment on en a... Parce que moi j'ai l'impression que une des choses aussi avec les Mérinides, c'est qu'ils vont mettre la main, ou le nez, ou l'État, dans des choses qui étaient loin. C'est-à-dire, ils vont organiser, par exemple, le Hajj. Souvent, ils vont envoyer des gens à leurs frais. Ils vont donc s'intéresser aux religieux en mettant la main dans le ulama. Ils vont s'intéresser à des choses qui peut-être n'étaient pas systématiquement liées. C'est-à-dire que la perte de puissance militaire, ils vont aller la chercher ailleurs, quoi, la puissance. Alors, c'est vrai que ce projet, bon, il y a d'autres, effectivement. Il y a par exemple l'instauration de Rakb al-Hajj. Alors que le Hajj, c'est des voyages organisés. C'est un voyage organisé avec des points de départ, etc. Et puis un point de rassemblement. Et C'est des caravanes, les gens qui me ensemble. Ensemble. Mais c'est énorme, non? Ensemble. C'est des masses. Oui, par centaines, par milliers. Donc des caravanes avec des points de départ à partir de tout le Maroc. Et puis il y a un point de rassemblement, Sijil Massa dans la région sud, mais il y avait aussi la région orientale en passant par... il suffit par exemple de lire Ibn Battuta. Bien sûr. Il commence comme ça. Il commence comme ça d'ailleurs. Et c'est très intéressant parce qu'il Ils nous se donne... marient, je crois. Voilà, tout à l'heure. voilà, c'est vrai que bon, son voyage a duré plus qu'un voyage habituel d'un pèlerin, mais il nous donne les étapes et comment on procède, etc. Mais avec les Mérinides, on a instauré Rakb al-Hajj, c'est-à-dire l'organisation du pèlerinage. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'avec les Mérinides, et là, si on a le temps, on va en parler, ils vont initier aussi ce programme sur les médersa. Voilà. C'est un programme, disons-le, de l'État, puisqu'ils vont prendre la décision de construire un bâtiment qu'on va appeler dans les sources historiques madrasa, d'accord? Et puis, ce programme, cette première madrasa, va donner, c'est vrai, 50 ans plus tard, parce que la première madrasa a été construite vers 1271-75, et puis, relancement du projet presque 50 ans après. Donc, on va arrêter, et là, il y a une qui a été laquelle, construite, c'est Madrasa Sfarin, des Dinondiers, parce qu'il se trouve juste au milieu de la place des Dinondiers, Sfarin, donc Nas qui diront Nahas, qui sont les ustensiles en cuivre, d'accord, juste à côté de la Qarawiyyin. Donc c'est la première. C'est la première. Voilà. C'est la première. Et puis, le programme s'arrête et il ne va être repris qu'en 1321. Alors, c'est quels sultans qui sont en charge de qui, ça? Alors, il y a Abou Yusuf Yaqub, qui est le premier, et puis on va attendre jusqu'à l'époque d'Abou Saïd. Et Abou Saïd, ce n'est pas lui qui va construire, qui va relancer le projet, mais plutôt son fils, qui était le prince héritier, c'est Abou al-Hassan. C'est Sultan al-Khal. C'est lui qu'on appelle Sultan. Exactement, Sultan al-Khal. Alors, il y a des explications. Sur les 50 ans de blocage. 50 ans. Il y a un blocage, je pense, politique. Il y a un blocage. Politique. Il y a en fait les intellectuels de l'époque, les théologiens, les hommes de la religion, n'ont pas accepté l'ingérence de l'État. L'ingérence de l'État pour plusieurs raisons. Alors il y a un grand lettré qui s'appelle Abili, qui a écrit quelque chose du genre Innama qatala al-ilm bina'ul madarisi wa kathratu al-mukhtasarat. D'accord. La construction des écoles tue la religion et l'accumulation de... Des chroniques ou des résumés, en fait. Des opinions. Voilà. Des écrits. Des écrits. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une volonté de conserver la maîtrise sur ça? C'est-à-dire, ou de perdre son pouvoir vis-à-vis du pouvoir politique? Parce que moi, ce que je retiens, juste avec mon regard de 2023, c'est qu'il y a une indépendance religieuse du politique.
vu que le politique construit une école et le religieux lui dit « mais shurlek ». C'est une mauvaise idée. Donc déjà, il y a une séparation que pour nous n'est pas une chose à laquelle on était habitué dans notre histoire. On avait l'impression que c'était lié, c'est pas lié. Non, ils étaient contre en fait. Et l'une des explications avancées jusqu'à maintenant, c'est que donc ça veut dire que le clan qui était contre en fait l'ingérence de l'État dans la formation d'une façon générale, parce que généralement les gens pensent en fait que les profanes pensent que c'est une formation religieuse. Non. L'enseignement de la madrasa. L'enseignement, non, pas du tout. Quand on voit par exemple, quand on lit Léon l'Africain au XVIe siècle, et surtout la description de l'Qarawin à l'intérieur de la mosquée, il décrit l'intérieur de la mosquée et il dit qu'il y avait un certain nombre de halqat, d'accord, des séances, avec des enseignants, et chaque enseignant s'installait dans une partie de la mosquée, et donc l'étudiant a le choix, il choisit en fait quel type d'enseignement, quel professeur, entre guillemets, va-t-il suivre les cours en fait. D'accord. Restons sur l'enseignement. Contrairement à ce qu'on croit, vous nous avez expliqué, c'est pas un enseignement religieux. Bon, il est religieux parce que c'est comme ça que les choses se faisaient. Mais c'est quoi les matières, en fait? Alors, il y a du tout. Il y a les mathématiques. D'accord. Mais il y a aussi le fiqh. Ouais. Il y a le tafsir. Il y a le hadith. Il y a la philosophie. Il y a tout ce qui est en rapport avec l'histoire ou géographie. Donc, ça, c'est la première. Dès la première, il y a cette ambition. Alors, c'était même avant. Donc cet enseignement qui était dans les mosquées, il va rester d'ailleurs dans les mosquées. Il va rester dans les mosquées. Il ne va pas se dérouler dans les médersas. D'accord. D'accord. Et donc, pour revenir à cette question, pour que la médersa, c'est l'internat en fait. Exactement. Ces médersas qui sont appelés comme ça, bizarrement médersas, bon, nous avons dans les sources historiques des indications qui parlent de la construction de médersas à l'époque almohade. Mais nous n'avons pas de traces. D'accord. Mais nous avons ces médersas d'époque mérinide. Et donc, cette médersa, ce bâtiment, elle est destinée essentiellement à l'hébergement des étudiants. Et pas uniquement à l'hébergement des étudiants, mais à l'hébergement des étudiants avec un certain nombre de conditions. D'accord, d'admission, c'est lesquelles? Parmi ces conditions, il ne faut pas être de la ville où se trouve la médersa. Donc, oui, bien sûr. C'est pour ce qu'on appelle dans les sources historiques l'afaqiyin, c'est-à-dire ceux qui viennent de loin ou d'autres régions. Donc, ils peuvent postuler pour avoir un lit, une chambre à l'intérieur de la médersa. Et en même temps, il doit avoir reçu une initiation, c'est-à-dire au moins avoir déjà appris le Coran. Donc, c'est quelqu'un qui sait lire et écrire, etc. C'est des études supérieures, en fait. Voilà. Et puis, troisièmement, il doit être, disons-le, un âge, il est pubère. Donc, ça, ce sont des conditions. Maintenant, quand il accède, quand son dossier, disons-le, est accepté, c'est quelqu'un qui va recevoir une bourse de l'État, c'est-à-dire, il va être pris en charge. Il va avoir l'huile pour sa lampe, qu'il va utiliser à l'intérieur de la chambre. Il aura un pain quotidien, etc. Et en même temps, les enseignants qui vont assurer les cours à l'intérieur des mosquées et non pas à l'intérieur des médersas vont avoir une rémunération officielle de l'État. Donc les profs deviennent salariés en fait. Ils fonctionnaires. Ils deviennent salariés. Donc là, il y a une crainte, c'est que je deviens salarié en tant que professeur, donc ça veut dire qu'on va me dicter ce que je dois dire. Ce que je dois dire, ce que je dois enseigner à ces jeunes qui vont suivre les cours à l'intérieur des mosquées. Alors, dans ce grand programme, ce programme mérinide, pourquoi il est intéressant et en même temps unique? Parce que les mérinides, ils ont construit des médersas, déjà, rien qu'à Fès, 12 médersas, d'accord, sur une cinquantaine d'années. C'est énorme pour l'époque, à Fès. Et puis, une autre à Salé, une médersa à Meknès, une autre à Azmour, une autre à Sebta, à Tétouan, Marrakech, Psalkbir. Donc vous voyez que c'est un programme qui a été pris en charge dans presque toutes les grandes villes de l'époque mérinide, avec bien sûr la même politique. Alors quand on rentre aujourd'hui dans les médersas, on voit des chambres. Ouais. Bon, c'était pas des chambres individuelles, j'imagine. Est-ce qu'il y avait 2 ou 3 par chambre? Je sais pas. J'essaie de voir le nombre d'étudiants, en fait. C'est ça mon idée. Je veux comprendre combien il y a de monde dans cet endroit. Alors,
ce qui est avancé, c'est qu'au début, c'était des chambres individuelles. D'accord. Parce que c'est des petites chambres. À part un certain nombre de madrasas, par exemple la madrasa Ben Youssef, qui, semble-t-il, a été construite, c'est une madrasa d'époque saadienne, construite sur les ruines d'une madrasa de l'époque mérinide, avec des chambres plus grandes, et donc possibilité d'avoir 2 étudiants dans une seule chambre. Et la chambre, elle était organisée d'une certaine manière, c'est-à-dire avoir une mezzanine qui est utilisée comme lit pour dormir, et la partie basse qui était utilisée comme Espace d'études. et en même temps un espace où l'étudiant peut s'installer pour manger, etc., pour se reposer. Il n'y a pas de restauration, chacun se débrouille. Je pose la question. Alors, chacun se débrouille, mais il y avait un minimum qui était assuré par l'État. Alors, ces madrasas ont été gérés par ce qu'on appelait un cheikh de la madrasa, c'est-à-dire, disons-le, un responsable de la madrasa. Fonctionnaire, c'est vrai. C'est un fonctionnaire aussi de l'État. Alors, il y a 2 choses très importantes. Il y a effectivement l'État qui va assurer un entretien, qui va assurer aussi les bourses pour les étudiants, mais il y avait aussi quelque chose d'extraordinaire, c'est ce que personnellement je qualifie de mécénat culturel. De mécénat culturel, il y avait des gens, des muhsinines, des bienfaiteurs, qui vont contribuer au fonctionnement de ces madrasas. Par exemple, soit en distribuant du pain, soit en le donnant au cheikh qui est responsable de la gestion de la madrasa, parce qu'il fallait gérer, c'était vraiment une cité universitaire, une petite cité universitaire. Chaque madrasa était une petite cité universitaire, avec, ça peut aller d'une 20aine d'étudiants, en fonction du nombre de chambres, jusqu'à une centaine d'étudiants. La madrasa de Ben Youssef, par exemple, qui est l'une des madrasas les plus grandes, abritait jusqu'au début du XXe siècle jusqu'à 96 étudiants. D'accord. Combien de temps ils restent dans cette madrasa? Quand est-ce qu'on estime qu'ils ont fini? Est-ce qu'on leur donne un diplôme? Est-ce qu'on les renvoie chez eux? On dit ça fait. Alors, tu as terminé. Oui, tout à fait. Donc, ceux qui n'arrivent pas à suivre, ils sont renvoyés, bien sûr, c'est normal. Mais ceux qui vont continuer, c'est ceux qui vont suivre les cours. Ils vont quitter le jour où le cheikh, l'enseignant, le théologien, le formateur, va lui attribuer en fait l'ijaza, la licence, comme quoi il a acquis les connaissances qui font de lui quelqu'un qui peut s'installer soit pour enseigner, soit pour autre chose. Alors, je synthétise un peu ce qu'on a appris jusque-là. Donc, les madrasas ne sont pas des écoles, mais ce sont des internats, en fait, plutôt que des cités universitaires. Les cours étaient toujours dispensés dans les mosquées. Il y a eu un blocage politique d'une 50aine d'années dû au fait que les dépositaires du savoir ou de la science n'étaient pas particulièrement heureux de voir le pouvoir politique se mêler d'enseignement général, et donc, sous-entendu, avoir la main sur la science. Un blocage politique qui a été dépassé après 50 ans, oui, où les madrasas ont été généralisés. On a trouvé dans beaucoup de villes, donc Fès principalement, mais également, vous avez dit Azmour, Marrakech, etc. Tétouan, Tanger. Voilà. Maintenant, moi j'ai une question sur le côté esthétique. C'est des endroits qui sont très beaux, et qui sont toujours beaux d'ailleurs, et qui sont très prisés par les visiteurs. On aime tous voir. C'est très luxueux, beaucoup de couleurs, beaucoup de lumière, beaucoup de... Comment on peut expliquer ce raffinement? Là, je trouve ça raffiné. Alors, on peut l'expliquer par 2 choses, pour ne pas aller dans des détails. La première, c'est que les Mérinides, en prenant le pouvoir, ils se sont retrouvés devant une situation quand même avec de grandes mosquées datant de l'époque almohade. Donc, ils n'avaient pas besoin de construire de mosquées. Quand on a, par exemple, la Koutchoubia à Marrakech, quand on a déjà la Qarawiyyin avec 6300 mètres carrés, c'est énorme. Donc, c'était des lieux de culte accomplis. Exactement. Et donc, ils se sont intéressés à ces madrasas pour la raison dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire c'est de contrôler un peu le milieu religieux et le milieu des étudiants au niveau de la formation. Qu'est-ce qu'on va proposer à ces jeunes, d'accord? En même temps, former des fuqaha qui sont avec le pouvoir, des théologiens. Très bien payé, pareil. Bien sûr. Alors, ils ont fait la même chose avec les historiens. Donc, Ibn Abi Zar, c'est un historien du Balat, du palais. Et ils sont nombreux. Ibn Khaldoun, quand il a débarqué au Maroc, il s'installe
dans le palais de Fès Jdid. Donc, ils se rapprochent en fait des sultans. Et donc ils servent les intérêts, en fait. Ils servent les intérêts des... Donc les Fuqaha faisaient partie de ces gens qui servaient aussi les intérêts de justifier le pouvoir, quoi. Ibn Battuta, par exemple, quand il rentre au Maroc, il s'installe dans le palais, et c'est Abou Aynan, donc qui va le soutenir, il va lui demander en fait de raconter ce qu'il a vu, et en même temps, il va ordonner la compilation en fait de ces récits. Voilà, donc ça rentre toujours dans la légitimité, c'est de s'entourer d'intellectuels, de théologiens qui vont servir un peu le projet des Mérinides. Maintenant, il y a un deuxième point qui fait que la période des Mérinides correspond, comme j'ai dit au début, à l'apogée de la civilisation marocaine à cette époque. Il y avait presque 2 siècles et demi de formation politique et en même temps unification au niveau de la région. Donc, politiquement, ils sont bien installés. Économiquement, le pays est bien contrôlé, avec des arrivées, avec des routes qui passent entre les deux rive sud, Sahara, et rive nord, Méditerranée. Et donc, ils vont bénéficier de tous ces éléments. Ils vont trouver dans les médersas le moyen d'exprimer un peu la grandeur de la dynastie. Il y a un souci de la communication chez les Mérinides. Alors, on sent qu'ils veulent impressionner. Alors, je vais y arriver. Alors, la grandeur des Mérinides, dans la mesure où, en même temps, voilà, nous sommes les héritiers des Almohades, politiquement, mais aussi nous sommes les héritiers des Almohades, des Almoravides et même des Umayyads de l'Andalus, puisque ce qui a été initié par ses prédécesseurs, nous, on l'a développé et on l'a étalé sur les façades. Parce que quand on voit à l'intérieur, c'est un répertoire qui est ancien et qui a été développé au fur et à mesure, on le voit clairement à travers les monuments des différentes dynasties. Donc, nous sommes les héritiers de ces dynasties et nous sommes les héritiers de leur production artistique. Mais nous l'avons développé puisqu'ils vont généraliser des éléments qui étaient très peu utilisés. Par exemple, le zlige qu'on trouve au niveau des minarets d'époque almohade, dans certains endroits, essentiellement les minarets, on le met partout. Partout. Et puis, plâtre, sculpté, quelque chose qui est extraordinaire, mais en même temps qui renvoie à quelque chose. En Andalousie, nous avons beaucoup de marbre, donc ils l'ont utilisé, il a été sculpté. Par contre, ici, on va jouer sur un autre support qui ressemble au marbre, mais qui est très facile à sculpter, et donc ils vont mettre du plâtre partout. Et après, cette sculpture va continuer jusqu'à la partie sommitale, la partie supérieure, en sculptant aussi le bois. Donc, il y a cet élément. Et en s'approchant ou en essayant d'analyser ces décors, au niveau de la finesse, au niveau de la perfection des éléments, on va s'apercevoir aussi que les Mérinides, ils vont insérer partout des inscriptions. Quelles inscriptions? Alors, et ça, c'est le contenu politique. Bien sûr. Donc, ce sont des inscriptions qui font référence au sultan, à ses prédécesseurs, c'est-à-dire à ses ancêtres, ou au calife. Donc, par exemple, en rentrant à la Bouananiya de Fès, juste au niveau du vestibule d'entrée, vous allez remarquer que vous avez des inscriptions qui font l'éloge du calife, parce qu'il a porté le titre de calife, Abou Aynan, Amir al-Mu'minin, et donc vous allez trouver des dizaines d'inscriptions. Est-ce que vous en avez en tête, là, une ou deux? Alors, Al-Nasr wa Tamkin, li Maulana, Amir al-Mu'minin, Abi Aynan, Faris, par exemple. D'accord. Vous allez trouver ces mêmes inscriptions sculptées même au niveau des chapiteaux. Les chapiteaux d'époque mérinide, contrairement aux chapiteaux d'époque almohade et des chapiteaux d'époque almoravide, sont le plus souvent caractérisés par des petits cartouches qu'on appelle turbans, parce qu'ils ont la forme d'un turban, donc au milieu du chapiteau, où on va trouver des inscriptions coraniques avec des inscriptions qui font l'éloge du sultan ou de l'émir des croyants. En rentrant, je prends toujours l'exemple à partir de Fès, parce que les médecins sont bien conservés et il y avait un programme de restauration et d'entretien. La Tarine, par exemple, vous allez avoir sculpté sur marbre la même inscription répétée dans plusieurs chapiteaux. La même chose au niveau de la Bouananiya, et qui fait l'éloge toujours du sultan, du calife Abou Aynan. Mais comme ça, pour poser un slogan politique à côté du Coran, c'est une façon de donner aussi de la légitimité au pouvoir. C'est clair.
nous sommes les héritiers des Almoravides et des Almohades, nous avons la même foi, d'accord, la même religion, nous défendons toujours la même religion, nous sommes les protecteurs de la religion, mais en même temps, nous sommes actuellement les détenteurs, les défenseurs aussi du pouvoir politique de la région. C'est très, très intéressant. Donc on a l'esthétisme ou le raffinement qui s'étale comme un message politique. Dans l'esthétisme, il y a des messages qui sont explicites. Ça donne au final quelque chose qui n'est pas seulement un lieu de vie pour les étudiants, qui est vraiment révélateur d'un projet politique et d'une mentalité et de la façon dont ces gens se voyaient et cherchaient à s'installer. Est-ce que j'ai bien résumé ou j'ai oublié quelque chose? Tout à fait. Alors, à partir des médersa, nous avons un exemple concret qui résume un peu la politique des souverains mérinides, tout simplement. Et en même temps, ce sont des monuments qui contribuent à la compréhension de ce qui a été compilé dans plusieurs sources historiques de l'époque. Quand on voit l'esthétique des Mérinides, cette esthétique mérinide reflète ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est ce développement ou cette évolution entamée vers la fin du Xe siècle avec les derniers Idrissides et les conflits avec les Omeyyades et les Fatimides pour arriver aux Almoravides en passant par les Almohades. Et donc, les Mérinides vont tirer profit de l'ensemble des réalisations religieuses, politiques et économiques de leurs prédécesseurs. Voilà comment les Mérinides, sans dogme, sans gourou comme Ben Yassine l'Almoravide ou la Ben Soumart l'Almohade, sans grande puissance militaire, vu qu'il y a eu des revers en Andalousie, se sont installés et ont travaillé avec ce qu'ils avaient, c'est-à-dire en se rapprochant des intellectuels, en utilisant le récit national, en utilisant l'esthétique nationale, en utilisant des moyens comme l'envoi des pèlerins, les formations des élites. Voilà comment ces gens ont forgé quelque chose qui est marquant dans notre histoire. Merci beaucoup. Par contre, alors j'ai une critique sur les Mérinides. C'est nous, c'est pas nous. J'ai une petite réserve. C'est que moi je trouve, et c'est pour ça que je vous le dis à vous, parce que vous êtes celui qui va nous régler ce problème, c'est que quand on pense à Al-Mohad, on pense à Abdelmoumen, c'est des stars, quoi. C'est des boulevards, des stars. Bon, les Almoravides, on pense Youssef Mtachfin, méga star aussi. Les Saadiens, on a Ahmed Mansour, etc. Si on continue avec Moulay Ismaël. Et les Mérinides, on a Abou Hassan, Abou Aynen, qui sont un petit peu sur le retrait. On n'a pas des idées très claires. C'est pas des noms qui claquent. Il n'y a pas de boulevard. Y a pas. Alors, le Bouhanania, c'est resté comme le nom des. Mais c'est un adjectif plus qu'un nom. Oui. Voilà. Si vous prenez 100 Marocains dans la rue, je pense que les Mérinides, les noms des sultans, je parle des sultans Mérinides, vont être les derniers classés dans le top 50 des noms qui claquent, indépendamment de ce qu'on en sait. Donc, je compte sur vous pour nous éclairer sur ces deux personnages. Je crois que c'est les plus importants, qui sont Abou Hassan et Abou Aynen. C'est pour ça que vous êtes attendus sur Radio Ma'arif, parce qu'on ne voudra pas vous lâcher avant d'avoir compris tout ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.